s'il y a quelque chose qui caractérise le Perche, c'est bien son engouement pour la danse et la musique. Ça, c'est quelque chose de très identitaire. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et se confier sur la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents insoupçonnés et des adresses méconnues. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. Il y a 1000 bonnes raisons d'arpenter une région, et c'est grâce au cidre d'une part et à la musique d'autre part que l'invité de cet épisode connaît le Perche presque par cœur. On ne parle pas ici de n'importe quelle musique. Il s'agit de musique traditionnelle, celle qui fait danser les percherons depuis des générations et dont Jean-François Leroux est devenu un expert. Jean-François est producteur de cidre à Boissy-Maugis, un cidriculteur engagé pour la reconnaissance de la qualité du cidre du Perche. Il nous livre ici un témoignage d'une grande richesse où il est question d'attachement à une terre, d'identité percheronne et d'héritage. Bienvenue au domaine du ruisseau et bonne écoute. Alors ici c'est une ancienne ferme laitière que j'ai rachetée en 1987 et j'y ai monté petit à petit un domaine cidricole qui est maintenant à temps plein un domaine cidricole, et on produit du cidre en appellation Perche, AOP Perche, puisque je suis un des militants de l'appellation cidre du Perche. On s'est battu pendant 22 ans pour obtenir cette appellation, qu'on a obtenue en 2020 et AOC en 2020 et AOP en 2022. Et puis donc j'y produis du cidre, du calvados, du pommeau, enfin tout ce qu'on peut faire avec de la pomme à cidre. Pourquoi c'est important, une appellation ? Une appellation, c'est important parce que ça garantit l'origine du produit, ça garantit le process. C'est vraiment pour le consommateur, il y a un cahier des charges qui est consultable et le consommateur sait qu'on fait un produit qui vient pas on fait pas du cidre du Perche avec des pommes de Pologne. Voilà, c'est. Ok, c'est clair. Et en plus, on garantit un niveau d'excellence, c'est-à-dire c'est pas des cidres qui sont gazéifiés, c'est pas des cidres qui sont pasteurisés. Nous, dans le Perche, en plus, l'appellation cidre du Perche, tous les producteurs de cidre sont bio. Ouais. Donc on est une des seules, peut-être la seule appellation en France pour laquelle tous les producteurs sont en bio, ce qui n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de produire en bio pour faire de l'appellation. Mais nous, le fait est qu'on est tous en bio. Donc voilà, ça garantit qu'on ait un produit haut de gamme, tout simplement, et qui s'inscrit dans une histoire, qui s'inscrit donc dans l'histoire cidricole du Perche. Et qu'est-ce qu'il a de particulier alors, ce cidre du Perche ? Ce cidre du Perche, il a de particulier ses caractères, ce qu'on appelle organoleptiques, qui sont directement liés aux pommes utilisées. Un bon nombre de variétés locales, et ces pommes utilisées, elles, ont été sélectionnées au fil des années et des siècles par les générations antérieures, de par le climat du Perche, qui fait que le Perche est dans la zone cidricole, la zone la plus continentale. On est sur un climat océanique dégradé, c'est-à-dire qu'on a hormis contexte de réchauffement climatique, mais historiquement, le Perche est un endroit où il fait plus chaud l'été et plus froid l'hiver, avec une hygrométrie moindre. C'est-à-dire, même si c'est très vert, il pleut moins dans le Perche qu'à Cherbourg. Ouais. Donc, dans le Perche, on produit tard, généralement, on brasse en novembre, décembre. C'est assez fréquent de faire du cidre, de brasser les pommes en décembre. Donc dans un climat froid, etc., ce qui induit ensuite des fermentations longues, etc., etc., etc. Grande technicité, en fait. Ouais. Donc vous avez
tout construit de A à Z. Il n'y avait pas de pommiers quand vous êtes arrivé. Non, il y avait très peu de pommiers. Il y avait très peu de pommiers qu'on a mis par terre. D'ailleurs, c'était des arbres qui étaient trop fatigués pour en continuer d'être. Oui, j'ai tout planté, tout greffé, quasiment tout greffé. Et puis installé petit à petit. Pendant longtemps, j'ai fait des campagnes de cidre, c'est-à-dire que j'avais une presse ambulante et j'allais chez les uns, chez les autres. J'ai fait ça pendant 15 ans. Quand à l'époque, il y avait encore pas mal de gens qui produisaient pour la consommation familiale. Ouais. Donc voilà, ce qui m'a permis de rencontrer pas mal de monde, de voir le meilleur et le pire, et puis voilà, d'acquérir comme ça un savoir qui était plutôt un savoir empirique. Et puis quand la démarche d'appellation est arrivée à partir de 1998, on s'est perfectionné et on a voulu vraiment expliquer ce qu'était qu'un grand cidre et pourquoi. Et donc nous-mêmes, on a fait des formations avec des œnologues, on a fait des recherches en climatologie, en pédologie, études des sols, etc., etc. Pour passer de l'empirique au pragmatique, quoi. Ouais, au professionnel, on va dire. Au professionnel, voilà. Et comment vous êtes tombé là-dedans? Votre histoire familiale vous a mené à ça? Mon histoire familiale m'a mené à ça parce que je suis originaire de La Loupe. Avec mon père, à La Loupe, on faisait comme beaucoup de gens, hein. On faisait le cidre pour la consommation familiale. On n'avait pas vraiment de pommiers, nous, on récupérait des pommes à droite à gauche. Mon père, de par son réseau d'amis, on récupérait tous les ans, on arrivait à récupérer des pommes, notamment sur Saint-Victor-de-Buton, puis on récupérait 1 tonne de pommes, on faisait 500 litres de cidre, et puis ça faisait la consommation familiale, quoi. Donc on a toujours fait un peu, alors sans savoir si c'était bon ou pas bon, sans bien connaître les variétés, mais on arrivait quand même à faire de temps à autre, on arrivait à faire un truc très sympa, mais le problème c'est qu'on savait pas pourquoi. Empirique. C'est ça. Mais comme beaucoup de gens, on faisait la boisson consommation familiale, voilà. Et puis après j'ai eu un ami qui lui était plutôt originaire de l'autre bout de l'Orne, enfin du Perche, du Teil-sur-Huisne, et dont le grand-père avait été distillateur ambulant. Et le grand-père, c'était un personnage. Et donc là, je suis rentré dans un univers absolument fascinant d'anecdotes, d'histoires, enfin de tout ce qu'on veut, et pas forcément tout racontable facilement. Oh, zut. Moi, mon but au départ, c'était de vivre dans le Perche. Donc j'ai pris le premier métier venu qui me permettait, que je pouvais faire assez facilement, qui me permettait de vivre dans le Perche. Donc dans un premier temps, j'étais infirmier. Et puis infirmier psychiatrique d'ailleurs. Et puis ce qui m'a permis tout de suite de pouvoir acheter ici et vivre ici, quoi. C'était ça. Et puis quand j'ai eu acheté ici, avec cette histoire de ce passé cidricole et ces anecdotes et tout ça, mon but au départ, c'était de voir un alambic, un distillateur ambulant venir dans ma cour et faire du calvados. Voilà, c'était pour le fun, c'était la fierté de pouvoir le faire, quoi. Ouais. Et puis je me suis pris au jeu, quoi, et puis ça a dégénéré. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Ça a dégénéré. Maintenant on parle en dizaines et dizaines de tonnes de pommes, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous préférez dans ce métier? Ce que je préfère dans ce métier, c'est d'être mon propre patron. On touche à plein de domaines différents. On est arboriculteur, donc on part du pépin, on comprend la vie de l'arbre, du pommier, on le greffe, on fait pousser, on le taille. Là, je vais rentrer dans la saison de taille. Comme on est dans le perche et dans le bocage, on s'intéresse à la vie du bocage et au biotope, à la vie du sol, à la préservation de tout ça. Mais on peut aussi faire du design quand on travaille des étiquettes. Ouais, oui, bien sûr. On peut faire de la mécanique quand on a des outils qui tombent en panne, tracteurs qui tombent en panne. Et puis on travaille aussi de la matière vivante, parce que travailler du cidre, c'est travailler avec des levures, c'est travailler avec un produit en évolution. Et on fait de la gastronomie, bien évidemment.
parce qu'on essaie de parler de ces produits-là en termes de gastronomie. Les grands cidres, c'est pas des sodas de bas de rayonnage, hein, c'est des produits qu'on veut associer avec. On veut que les consommateurs aient le même réflexe quand ils achètent un cidre Cotentin ou un cidre du Perche que quand ils achètent au moins un Bordeaux, un Bourgogne, ils savent qu'ils achètent pas tout à fait la même chose. Bon, l'idée c'est ça. D'accord. Okay. L'idée c'est ça. Donc voilà, c'est des domaines très très vastes. On rencontre des chefs, on rencontre des consommateurs, et puis on est quand même à l'air. Et on est chez soi sur un espace assez large, donc voilà, c'est ça c'est un tout très varié. C'est du boulot, hein, c'est du boulot. Voilà, faut pas, il y a jamais rien à faire. Voilà. Ouais, il y a pas de période de répit. Il y a très très peu de périodes de répit parce que même quand on travaille pas vraiment dans le verger, faut aller vendre. Faut aller faire des salons, et puis il y a des périodes où on croit qu'il y a rien à faire dans les vergers, mais si, parce que nous l'été on gère l'herbe, donc il y a des tontes, voilà, donc et ça fait partie intégrante du boulot, hein, la gestion de l'herbe, parce que vu que les récoltes maintenant à nos niveaux c'est des récoltes mécaniques, hein, c'est des machines. Moi j'ai une machine avec laquelle je ramasse les pommes, donc il nous faut en amont août, septembre gérer l'herbe pour en avoir trop ou ni trop ni trop peu. Pour pouvoir ramasser dans de très bonnes conditions, quoi. Donc il y a toujours un peu de boulot à faire. Ouais. Votre passé loupéen m'interpelle. C'était comment de grandir à la Loupe? Alors à la Loupe. La Loupe à l'époque était un milieu très ouvrier, très très ouvrier, avec énormément de gens qui travaillaient. Alors c'est ma mémoire de gamin, hein, à la SNCF. La maintenance technique des voies entre, je crois que Chartres et la Ferté-Bernard, c'était la Loupe. Et donc il y avait énormément de gens qui travaillaient à la SNCF, et puis il y avait énormément à la Loupe d'entreprises du bâtiment. Et puis il y avait aussi, c'était encore une ville très rurale. Et moi je me souviens à la Loupe, je me souviens, on voyait encore des tas de pommes sur les trottoirs, hein, quand c'était la saison du cidre. Hein. Il y avait une petite dame dont j'ai oublié le nom, qui était lavandière, qui descendait 2 fois par jour avec sa brouette en bois au lavoir, qui est aux anciens abattoirs. Ouais. Enfin, c'était une ville dynamique avec beaucoup de gens qui bossaient, quoi. C'est une ville qui avait de l'avenir. Quand j'étais gamin. Voilà. Donc vous le connaissez bien, ce territoire, vous y êtes né, même si c'était une autre partie du Perche, on a bien compris. J'ai bien compris qu'il y a plusieurs perches. Ben non, pour moi il n'y a pas plusieurs perches, mais pour moi il n'y a pas plusieurs perches, mais non, loin de là, au contraire. Moi je suis là, j'habite dans le Triangle d'Or. Mais j'y habitais avant que ce soit un triangle d'or, hein, donc c'est peut-être vous qui avez contribué à ce qu'il devienne un triangle d'or. Dans le triangle Mortain-Grémel-Arbelem, voilà, qu'on appelle le triangle d'or du Perche. Mais moi, je suis originaire de la Loupe et j'ai grandi à Saint-Victor-de-Buton. Enfin, j'ai traîné partout en vélo, Saint-Victor-de-Buton, Saint-Alif, Fontaine-Simon, Manou, Mossé, tous ces coins-là, je connais bien. Et puis après, j'ai eu des copains sur Othon du Perche, etc. Et j'aime beaucoup le Perche, le Perche d'Eure-et-Loire, le sud du Perche. Dès qu'on a passé Othon, tous ces coins-là, je trouve qu'il y a des coins qui sont pas assez revendiqués comme Perche et qui sont pourtant le Perche et qui ont un intérêt certain. Et les gens sont vraiment percherons dans ces coins-là aussi. Vraiment, ils se sentent percherons. Et il y a moins de manoirs, mais c'est quand même le Perche. Et moi, je l'ai vu par ailleurs avec la danse et la musique. C'est quelque chose où les gens, dans ces coins-là, auxquels les gens s'identifient beaucoup. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est être percheron? Vous disiez, il y a une forte identité. Comment elle se définit, cette identité-là? Justement, je pense que le percheron, d'une manière générale, est attaché à son territoire. C'est que le percheron le revendique.
Voilà, le percheron le revendique le fait d'être percheron. Je pense aussi que on est malgré tout, alors si même toute une partie du Perche est en Eure-et-Loire, donc région centre, quand on rentre dans le Perche, on rentre dans l'ouest de la France. Hein, ça c'est un fait ethnosociologique avéré, historico, voilà, c'est avéré. Quand on rentre dans le Perche, on rentre dans l'ouest de la France, on rentre dans les provinces de l'Ouest, on rentre dans les pays de bocage, et donc je pense qu'il y a un lien au territoire, un lien à l'histoire qui est prégnant, quoi, qui est là. C'est voilà, je sais pas, je saurais pas l'expliquer plus que ça, mais c'est ce que vous ressentez, mais en tout cas, c'est vrai que autrefois, quand j'étais gamin, tous les gens qui disaient qu'ils étaient du Perche, pour eux, le Perche était chez eux, puis les 4 kilomètres autour, quoi. Oui, c'est ça. Donc, à Belém, ils pouvaient pas imaginer que la capitale du Perche soit Nogent-le-Rotrou, quoi. Oui, Donc, et puis maintenant que le Perche est très tendance, on se rend compte que tout le monde autour du Perche veut aussi être du Perche. Donc, on commence à avoir un Perche qui va jusqu'à Chartres d'un côté, jusqu'à Vendôme de l'autre. Descendre jusqu'à la Dordogne. Voilà. C'est tout, le Perche, c'est vraiment the place to be. Donc, le Perche s'agrandit malgré lui, quoi. Ouais, c'est ça. Alors justement, vous l'avez vu évoluer. J'entends bien que dans vos mots que vous l'avez vu changer, ce territoire. Forcément, il est devenu à la mode. Qu'est-ce qui a changé dans la vie ici, j'allais dire. Je pense que d'une manière générale, c'est la population vraiment rurale a régressé. Hein. Il y a beaucoup moins de gens en activité, voilà, avec un afflux mais ça a toujours été un afflux de résidences secondaires qui s'installent pas, et puis il y a eu des vagues comme ça, puis des gens qui sont venus enrichir le substrat local indigène, on va dire ça comme ça. Mais c'est des choses qui ont déjà existé avant, parce que ici, rien que sur Bossy, on a des familles d'origine hollandaise qui sont arrivées avant la guerre. Ah oui. Voilà, donc et c'est maintenant des gens qui parlent avec l'accent du coin, hein, donc et pourtant ils sont d'origine voilà, ils sont néerlandophones au départ, donc le Perche a toujours été comme ça une zone où il y a eu des vagues successives d'arrivées. Bon, maintenant on a vu le Covid arriver avec tous ces gens qui sont définitivement installés, et puis qui croyaient être définitivement installés, puis c'est pas si facile que ça d'y être, donc ils repartent. Puis voilà, quoi. Mais je pense quand même que d'une manière générale, le niveau de vie dans les campagnes, même s'il y a un peu moins de monde, enfin même beaucoup moins de monde, le niveau de vie a quand même augmenté d'une manière générale, parce que quand j'étais gamin, les fermes avec des tas de tôles, il y en avait partout, quoi. Il y en avait partout, hein. Un petit côté, quelquefois un petit côté quart-monde, et puis des ruines. Quand même, tout ça soit ça a été rasé, soit ça a été retapé. Et quand on voit la plupart des fermes maintenant, c'est un autre look, quoi. Donc je pense que le niveau de vie a considérablement augmenté quand même, quoi. Le Perche est devenu et puis le Perche est resté pimpant, et maintenant il y a une vraie réflexion de par le parc, de par les problèmes écologiques sur le cadre de vie. Donc je pense que le Perche tire pas mal son épingle du jeu de tout ça. Okay. Et alors vous qui avez organisé votre vie professionnelle pour y vivre, sur ce territoire où vous êtes né, qu'est-ce que vous préférez? Moi dans la vie ici, si vous voulez, j'aime l'idée je le disais tout à l'heure sous forme de boutade, mais j'aime l'idée d'être voisin à 5 ou 6 kilomètres les uns des autres. C'est-à-dire qu'on se connaît tous, quoi. Et puis, il y a quand même une solidarité. Là, vous avez vu, ma femme est partie tout à l'heure avec des œufs, c'est pour la voisine. Voilà, c'est ça. Puis bon, quand même, on a de la place, on a un cadre de vie. Pour moi, le Perche, c'est la verdure. Hein. C'est systématiquement, quand je pense au Perche, à un coup, on m'avait demandé 3 mots pour définir ce à quoi le Perche me faisait penser. Je sais plus ce que j'avais trouvé. Enfin, c'était vert, ouest, parce que je pense qu'on est dans l'ouest de la France. Et puis je sais pas quoi, je sais plus. Enfin voilà. Pomme. Mais pomme par exemple, voilà. Un goût caractéristique de ce territoire. Un goût caractéristique. Ouais. Alors là, pour le coup, il y en a plusieurs, mais un goût caractéristique, je pense que ce serait un morceau de lard salé.
Voilà, un morceau de lard salé, parce que autrefois le lard salé qu'on mangeait sur une tranche de pain avec un coup de cidre sec qu'on allait chercher directement au tonneau, c'était vraiment un encas voilà qui voilà, donc de travailler dehors. Voilà, donc un morceau de lard salé, ouais. Ok, ouais. ok. Une odeur caractéristique. Une odeur, pour moi c'est une odeur, c'est l'odeur de l'alambic quand on distille le Calvados. Voilà, ça c'est les effluves qu'il peut y avoir autour d'un alambic quand on distille, c'est voilà. Ok. Bon, la vue, vous disiez le vert, mais est-ce qu'il y a un coin particulier, une image particulière qui vous fait penser au territoire? Vous pensez à quoi quand vous pensez? Je pense à la colline qui est juste derrière, là. Ouais. Quand on arrive, c'est une colline assez abrupte, et donc, moi je la regarde souvent, et c'est un mur de verdure. Ouais. C'est un mur de verdure. Okay. Et avec toutes ces déclinaisons de vert qu'il peut y avoir, selon les saisons, selon les essences, c'est assez magique, quoi. Ok. Bon, on va aller jusqu'au bout, hein. Un son particulier? Un son particulier, c'est pas propre aux perches, mais moi c'est quelque chose auquel je fais très attention. J'aime beaucoup guetter le premier chant du coucou. Ah. Vous savez, autrefois on disait il faut avoir une pièce dans sa poche, comme ça on est riche toute l'année quand on entend le coucou chanter la première fois. Il y a une autre façon de dire le truc, c'est de se dire quand on a réussi à passer l'hiver, autrefois on a réussi à passer l'hiver, c'est la période où il n'y a pas forcément d'argent qui rentre. Et on a quand même encore un sou dans sa poche quand le coucou chante, c'est qu'on s'est pas mal débrouillé. Et donc on peut le voir des deux façons, mais toujours est-il que moi j'aime beaucoup noter la date à laquelle le coucou chante la première fois dans l'année. Et donc j'ai un couteau sur moi, je mets une pièce d'1 € dans mon couteau. Et comme ça, à partir de la mi-mars à peu près. Ok. On fera attention. Et comme ça, je note la date, voilà. Et la date la plus précoce, c'est 24 mars. D'accord. Voilà. Très bien. Mars. C'est précis. Voilà. Okay. Donc le chant du coucou, ouais, jamais. Très bien. Bon, et pour finir, elle est plus dure celle-là. Un toucher caractéristique, peut-être dans votre métier, je sais pas. Un toucher caractéristique. Moi ici, il y a des chiens, il y a des chevaux. Ouais. C'est le fait de toucher les animaux, toucher le poil, le crâne quand on passe. Ouais. Juste une petite caresse, toc. Et dans votre vie, il y a la musique aussi. Oui, bien sûr, ouais, beaucoup. Comment vous êtes tombé là-dedans? Est-ce que c'est une histoire familiale, là aussi? Alors, il y a l'histoire familiale, mais je me suis rendu compte après. C'est-à-dire que mon arrière-grand-père, Léon Le Floch, avait remonté et redynamisé dans les années 30 l'harmonie municipale de la Loupe. Donc il avait eu les palmes académiques du ministère à l'époque pour service rendu à l'art musical, voilà. Et donc si vous voyez des photos des années 30 de l'harmonie de la Loupe, que vous voyez un grand monsieur, c'était une armoire à glace, hein, qui se tenait comme ça, comme Napoléon, la main comme dans le gilet comme Napoléon, c'était mon arrière-grand-père. Et donc il y a toujours eu un peu de musique comme ça. J'ai toujours entendu parler de ce grand arrière-grand-père que j'ai pas connu. J'ai connu sa femme, mon arrière-grand-mère, mais lui je l'ai pas connu. Et puis ma mère avait joué un peu de piano, un peu de mandoline, etc., etc. Ça m'a servi par la suite parce que j'ai retrouvé des partitions dans des greniers beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à m'intéresser aux traditions populaires. Mais à l'époque, moi, j'ai simplement commencé à démarrer la musique parce que j'ai flashé sur toujours des idoles d'ailleurs, hein, les Beatles, Bob Dylan, enfin et voilà quoi. Et puis je me suis mis à jouer de la guitare. Et puis à l'époque, à la Loupe toujours, il y a eu une époque où il y avait une association qui s'appelait la Guimbarde et qui organisait des concerts. Et il y avait quasiment un concert par mois qui réunissait, dans l'ancien cinéma de la Loupe, pouvait y avoir 200 personnes, quoi. Wow. Il y avait Gérard Perron qui chantait Gaston Coutet, il y avait Fergus Foley, c'était un Irlandais qui était venu chanter, il y avait Matt Daniel Messia, qui est une chanteuse qui est décédée depuis, mais qui débutait à l'époque. Enfin bon, et il y avait des concerts comme ça, il y avait une dynamique, et il y avait un musicien qui vivait à la Loupe, qui chantait à la Loupe, qui était Alain Rowe. Il était chanteur professionnel, c'était très marqué rive gauche à l'époque, hein, c'était très très chanson à texte, etc. ou folk tous azimuts, voilà. Mais en tout cas, il y avait une énergie, une dynamique qui fait que on avait envie de jouer de la musique, quoi. Vous baignez là-dedans, quoi. Et on baignait là-dedans. Alain Rowe m'a donné mes premiers cours de guitare, et puis c'est là que j'ai rencontré Patrice Guy,
qui accompagnait Alain Roux à la contrebasse, et Patrice est devenu ensuite un des premiers musiciens de Tradar quand on a monté Tradar, quoi. Donc et donc à l'époque, les Beatles, Bob Dylan, la guitare, et puis c'était le renouveau. Plus tard, ça a été le renouveau la découverte un peu des musiques traditionnelles, mais à l'époque via le folk, qui n'était qui juste une émanation, mais qui n'est pas vraiment rigoureux par rapport à l'origine des musiques, quoi. Mais au moins il y avait un courant autre, porteur de convivialité, et ben on était pris là-dedans, quoi. Puis voilà. Donc les musiques traditionnelles, est-ce que ce sont des instruments particuliers, ou est-ce qu'on les jouait à l'époque autour du feu le soir à la veillée? Tout à fait. Je parle de musique traditionnelle. C'est des musiques qui sont jouées dans un contexte traditionnel. C'est-à-dire, c'est l'élément marquant, c'est l'arrivée de l'électricité, l'électrification des campagnes. Avant ça, il y avait pas la mode. La seule musique qu'on avait, c'est celle qu'on faisait nous-mêmes. Pas de radio, pas de TSF, etc. Donc la musique, ça peut être soit le chant, les chansons. Beaucoup de gens chantaient, avaient des cahiers de chansons, etc., qui se transmettaient de mère en fille, etc. Soit la musique de danse. La musique instrumentale, c'était soit la musique à l'église, qu'on entendait quand on allait à la messe. Les harmonies municipales, les cliques, etc., qui sont apparues à la fin du 19e siècle, mais qu'on entendait qu'occasionnellement lors des comices agricoles, des manifestations patriotiques, etc. Et puis sinon, au quotidien, la musique instrumentale, c'était la musique uniquement liée à la danse. Et donc, c'était la musique qu'on jouait pour la danse. Et donc, c'était essentiellement, pour ce qu'on en connaît dans le Perche, c'était essentiellement des violons, des violonneux. Et puis après, d'autres instruments un petit peu, des clarinettes. Ensuite sont arrivés les accordéons après la Première Guerre mondiale, etc. La grosse différence, c'était que ces musiques sont arrivées par imprégnation. C'était pas des phénomènes de mode, c'était pas des phénomènes de matraquage où on remplace un truc par un autre, etc. parce qu'il faut être tendance. Et puis c'était pas la musique qui arrive à la TSF qu'on veut jouer absolument parce que c'est c'était pas encore les Beatles, quoi. C'était pas encore les Beatles. Voilà. Okay. Donc moi je me suis intéressé, sur ce qu'on en connaît de cette période-là. C'est-à-dire que pour le Perche, on sait assez précisément, on a une idée assez clair de ce qui pouvait être joué dans les campagnes entre, on va dire grosso modo, 1850-70 et 1930. C'est cette période charnière-là, avec la guerre de 14, qui a quand même pas mal bousculé les choses. Moi, je considère que c'est encore de la musique traditionnelle à l'époque, même si on jouait des polkas, des scottish qui sont en soi pas forcément, en tout cas, elles sont pas forcément que du Perche, mais il y en a qui étaient joués dans le Perche, donc c'est intéressant. Par contre, quand on parle de société traditionnelle, c'est déjà une société en mutation, parce que les campagnes se vidaient déjà, et puis il y avait déjà la conscription qui fait que les gars avaient voyagé. Il y avait la voie ferrée qui avait amené des éléments nouveaux, etc. Donc, on n'était déjà plus tout complètement sur une société traditionnelle, mais au sens vraiment une société close, comme on pouvait en trouver plus loin en Bretagne ou des choses comme ça. Mais par contre, on était encore sur une société où les choses allaient très doucement, où on décrétait pas. C'est-à-dire qu'on s'imprégnait, arrivait une nouvelle danse, c'est quoi? Ils appellent ça la valse. Donc donc on commençait à jouer des valses. Mais les valses, c'est le dernier morceau arrivé de cette façon-là. Voilà. Tradar, racontez-moi. C'est un groupe, c'est ça? C'est un groupe. Vous êtes combien? On est 4 musiciens. Alors au départ, Tradar est né en 1982 pour un spectacle qui était un gros son et lumière de l'époque et qui avait eu lieu à Corbon, qui avait été organisé par les Amis du Perche. Fédération des Amis du Perche, et il y avait le spectacle avait été écrit par Maurice Tropina, Jean le retrouve, Fédération des œuvres laïques,
Et il y avait Robert Rotrou, le chanteur du Perche, qui à l'époque était du Perche, vivait dans le Perche, a fait de 4 ou 5 disques 33 tours de chansons sur le Perche, etc. Et donc Robert Rotrou, qui avait fondé l'Académie du Perche. Enfin, c'était un personnage, hein, Robert. Hein. À l'époque, il était incontournable. Donc toutes ces gens-là avaient créé un spectacle, l'histoire du Perche, grosso modo. Son et lumière, et nous c'était en 82, on se disait en musique il faudrait qu'on arrive à faire quelque chose, etc. Donc on avait monté un groupe, mais on était à la fois naïf, et il a fallu que ça ait lieu, mais on était un peu dans l'erreur. On était parti un peu sur les grands groupes folk de l'époque. À l'époque, il y avait encore des groupes comme Malicorne, etc. Vous voyez, qui font des choses basées sur des archives, etc., mais qui ne sont pas forcément en lien avec un territoire. Et nous, on avait essayé de faire un groupe de concerts basé voilà, comme ça, avec des instruments complètement exogènes pour le coup. Alors il y avait des violons, etc., mais et puis très rapidement, on a été amené à rencontrer des musiciens qu'on dit routiniers, c'est-à-dire que des musiciens qui ont appris avant l'électricité, hein, ces gens-là. Et on s'est rendu compte du décalage qu'il pouvait y avoir entre ce qu'on rencontrait, ce qu'on pouvait entendre comme musique, et ce que nous on voulait faire au départ. Donc et très très rapidement, quand même, on n'a pas été trop long à réagir, hein. On s'est pas entêté longtemps. Très rapidement, on s'est orienté uniquement vers la musique de danse, parce qu'on a compris que la musique instrumentale dans le Perche, dans les campagnes, etc., c'était uniquement de la musique pour la danse. Donc on s'est spécialisé et on a continué de faire ce qu'on appelle du collectage, c'est-à-dire d'aller à droite, à gauche, rencontrer des anciens. Éventuellement, on a fait quelques films, et puis des enregistrements, et puis jouer en condition. Puisque moi j'ai eu l'occasion de jouer, il y a un joueur d'accordéon diatonique qui s'appelait Henri Moire, j'ai eu l'occasion de jouer une petite dizaine de balles avec lui quand même. Et puis un violonneux très important pour nous, Roger Guérin, il habitait à Saint-Marc-de-Reynaud, pas très loin d'ici. On a fait quelques veillées. À la fin, quand il a su que j'habitais ici, Roger Guérin, il venait. C'est lui qui venait, donc c'était facile pour faire du collectage. C'est lui qui venait avec sa R5, il faisait patiner l'embrayage dans la cour là. Et puis voilà, puis d'autres musiciens qu'on a rencontrés, des gens qui nous ont montré à danser aussi, des gens de Fontaine-Simon, monsieur et madame Charles à l'époque, qui habitaient Fontaine-Simon, qui étaient des danseurs, qui ont dansé dans les bals sur la région de la Loupe avant la guerre de 14. Wow. Hein? Là, on est carrément avant la guerre de 14. Hein. Donc, monsieur Meunier, qui était un violonneux, qui était originaire de Saint-Élif, qui habitait ensuite à Digny, qui m'a parlé du bal Chevrier, qui était le bal de Vaupillon. Notre matière première avec Tradar, c'est ces répertoires-là, et qu'on a remis un peu au goût du jour. Puis on a écrit quelques morceaux aussi, on a continué d'écrire quelques morceaux qui sont devenus des standards. Maintenant, j'ai eu l'occasion d'entendre de mes compos joués par d'autres groupes qui savent même pas que c'est moi qui les ai écrits, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. OK. Donc j'imagine si c'est une de la musique de danse on va dire de village, quoi, c'est plutôt joyeux comme musique. Ah bah oui, c'est la musique pour taper des pieds, pour danser. Alors contrairement à l'image qu'on peut avoir, qui est une image véhiculée malheureusement par les groupes folkloriques, de danse un peu lourdingue en sabot, les gens qui dansaient autrefois dans le Perche, et partout on dansait partout dans le Perche, hein. S'il y a quelque chose qui caractérise le Perche, c'est bien son engouement pour la danse et la musique, hein. C'est pas tellement le fait que la musique percheronne, ça n'existe pas. Ouais, d'accord, je comprends. La musique percheronne, ça n'existe pas. Mais par contre, l'engouement du Perche pour la pratique de la danse et de la musique, ça, oui. Ça, c'est quelque chose de très identitaire. C'est un moyen de se réunir, quoi. Ouais, voilà. Si vous allez en Beauce, on trouve rien. Si vous montez, si vous montez au sud, dans le nord du Perche, que vous commencez à aller dans la région de l'Aigle, etc., c'est très très maigre. Les traces de pratique musicale sont infimes. Par contre, le Perche, et puis vous prenez cette grande zone là, vous venez de Paris, vous rentrez dans le Perche par l'ouest, vous allez vers l'ouest, donc vous rentrez à la Loupe, là vous rentrez dans l'ouest de la France, puis vous allez jusqu'à Brest, hein. Et là, toute cette grande bande là, le Nord Anjou, la Sarthe, la Mayenne, le Bocage normand, etc. Tout ça, c'est des zones où il y avait de la musique, et le Perche en fait partie.
Et donc dans le Perche, il y avait des régions où on trouvait quasiment un violon par maison. Vous jouez le violon, si j'ai bien compris. Ah, moi je joue du violon, oui. C'est venu comme ça, cet engouement pour ces pratiques-là. C'est-à-dire que je suis encore un fanat de musique irlandaise. Ouais. Hein, j'ai acheté un jour un disque, je me souviens très bien, c'était à l'époque il y avait encore des disquaires dans les villes, donc c'était à Chartres, un disque d'un groupe qui s'appelait Bossy Band, et je suis tombé, j'ai eu les poils. C'est vrai. Ouais. Et donc un morceau de violon où je me dis, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça que je veux faire. Donc je me suis mis au violon, et puis j'ai essayé, tant bien que mal. Alors à l'époque il n'y avait pas du tout, on trouvait pas les partoches, on trouvait rien. Apprendre seul le violon, c'est sportif voilà. quand même. Ouais. Mais bon, je m'y suis mis. Alors j'étais déjà guitariste, j'avais déjà joué d'autres trucs, donc j'avais joué du banjo, j'avais tout ça. Mais là, le violon, voilà. Et quelque temps plus tard, avec cette passion du violon qui m'a dévoré, cette passion du violon traditionnel irlandais qui m'a complètement subjugué, on parlait des fêtes du Perche, etc., des sons et lumières. J'étais un militant de l'identité percheronne parce que il y avait, à l'époque, était sorti quelques années auparavant, chez les Amis du Perche, le Trésor du parler percheron, un dictionnaire. Et avec un copain de l'époque, Patrice Biget. Il était de Nogent-le-Rotrou. On est certainement les deux seuls à avoir présenté la moitié de nos textes au bac de français issus du Trésor du parler percheron. Ah ouais. Donc c'était possible. C'était possible. Alors on a eu la chance d'avoir un prof de français qui était Monsieur Ranou, je me souviens, au lycée Rémi Bello, qui lui était bretonnant de naissance. Ah. Donc il était sensible à notre démarche. Donc Patrice et moi, on a présenté des textes issus du parler percheron. Pas que ça, parce que sinon ça serait pas passé, mais au moins la moitié. Lui, il a eu la chance Patrice, de tomber sur un texte. Moi, non, je suis tombé sur un poème de Charles Cros. Bon, je m'en suis sorti quand même. Essayé, je me suis sorti quand même. Et donc Patrice avait, c'était quelqu'un aussi très militant, enraciné dans l'histoire du Perche. Et un coup, on discute avec sa grand-mère qui était là, et il me fait voir des photos de mariage. Photos de mariage des années 20, dont les photos de mariage du mariage de sa grand-mère. Et je vois sur le côté, on voit toute la foule, enfin le groupe de la noce là, et puis sur le côté je vois un musicien, un violon. Mais là ça c'est dans le Perche ça. Oui, c'est dans le Perche. Et puis quelquefois c'était d'autres photos, quelquefois c'était un joueur d'accordéon, etc. Mais il y avait toujours un musicien sur la photo quoi. Sur la photo. Puis je vois le musicien qui avait l'air jeune, et puis Madame Hainaut, la grand-mère, elle était là. Je me dis si Madame Hainaut, elle est encore là, le musicien, il est peut-être encore existant. Et tout. Et donc, j'avais 17 ans, quelque chose comme ça. Et donc, moi qui me passionnais pour la musique irlandaise et le violon irlandais, traditionnel, je vois des gars qui posaient avec des violons dans le Perche, quoi. Donc, et puis après, dès que j'ai eu le permis de conduire, dès que j'ai pris ma 2 chevaux, puis je suis parti dans les campagnes essayer de trouver ces gens-là, quoi. Voilà. Alors à l'époque on n'avait rien pour enregistrer, donc moi je démontais la platine cassette de la chaîne stéréo de mes parents. Je la mettais dans ma 2 chevaux, avec un pied de micro, etc. Quelquefois, on arrivait chez Henri Moire, notamment, les prises marchaient pas parce que c'était des prises en porcelaine, on pouvait pas se brancher. Enfin bon, voilà. Mais on a quand même réussi à rencontrer ces gens-là, les enregistrer, et puis à utiliser tout ça. Alors pas la matière chanson, parce que la matière chanson c'est autre chose. Mais la musique de danse avec Tradar, oui, et depuis 42 ans, quoi. Et en place pour des mazurkas. « 42 ans de Tradar, presque une vie entière de musique traditionnelle et d'engagement fort, parce que c'est ça que vous décrivez. Je comprends bien qu'il y aurait plein de souvenirs à raconter, mais est-ce qu'il y a un souvenir particulier? Vous parliez d'avoir les poils tout à l'heure, etc. Je sais pas, un moment fort qui revient là quand vous pensez à ces 42 ans. Le souvenir vraiment fort, c'est déjà le fait que la dernière fois que le dernier musicien routinier du Perche, routinier au sens vraiment routinier, quoi, donc Roger Guérin, la dernière prestation publique du dernier musicien routinier du Perche, ça a eu lieu à la fête de la musique en 1996, je crois. C'est Roger Guérin, il jouait avec Tradar.
Donc le petit fil, la petite fil de transmission était là quand c'est sa dernière prestation publique de reconnaissance. Ouais, aussi, sa dernière prestation publique était là. Et puis quand on a fait le quadrille en 2012, quand on a fait le record du monde de quadrille du Perche, faut imaginer la place Saint-Paul dans Jean le Rotrou. Il y avait quand même 600 ou 700 personnes qui ont dansé le quadrille. Ah ouais. La foule tout autour. À regarder ces gens-là qui venaient de partout. Hein, et puis le fait que les harmonies municipales ont joué aussi de la musique un peu de danse, ont joué des Scottish, etc. Moi, je tenais à ce qu'il y ait des harmonies municipales avec nous, donc on était quand même une quarantaine de musiciens sur scène. Et Super. donc quand on voit tous ces quadrilles qui dansent, il y a la place noire de monde. Excellent. C'est quelque chose, quoi. Et vous organisez un festival, enfin c'est la deuxième année, c'est ça? C'est la deuxième année, en 2024, là, qui s'appelle Tradorn. Tradorn, ouais. On a une chance extraordinaire, c'est que est arrivé dans le Perche il y a quelques années Patrice et Véronique Ducroux qui habitent à Coulonges-les-Sablons, et ce sont des gens qui ont l'habitude d'organiser des manifestations, des stages, des choses comme ça. Ils sont à la retraite et Patrice consacre son énergie à monter un festival. Déjà, il s'est rendu compte qu'avec Tradar, on avait quand même bien défriché, depuis 40 quelques années. Et puis, par contre, lui, ce second souffle, cette énergie pour monter un festival, il l'a, quoi. Donc, ce festival, l'idée, c'est de s'appuyer sur le fait qu'il y ait eu, ou qu'il y ait encore une identité musicale liée au Perche, pour monter un festival de musique traditionnelle, on va dire ça comme ça, plus large, en faisant venir des gens d'ailleurs. Voilà. Donc cette année, va y avoir une soirée consacrée plus au Perche et puis un peu répertoire alentour. Donc Tradar y sera. On est en train de faire travailler des enfants dans des écoles qui vont apprendre le quadrille, à danser le quadrille. Et puis il va y avoir une restitution. Et puis le lendemain, il y a des stages instrumentaux, violon. Donc ça c'est moi qui anime le stage de violon, stage de danse. Stage d'accordéon diatonique, ça c'est Daniel Denecho qui anime. Et le samedi soir, il y a 2 groupes, dont un méga groupe de musique bretonne. Donc la deuxième soirée sera plus axée sur la musique bretonne. Et donc des jeunes un groupe qui s'appelle Warsaw, que j'ai bataillé ferme pour les faire venir. D'accord. J'aimerais juste conclure sur ce territoire. Enfin, il y a 1000 façons de s'intéresser à un territoire et de l'incarner, mais vous, c'est vraiment particulier. Qu'est-ce que vous lui souhaitez à ce territoire? Vous l'avez vu évoluer depuis maintenant 60 ans. Je lui souhaite l'arrivée de jeunes, d'enfants qui naissent sur le territoire. Et puis de rester un territoire préservé comme ça, j'ai bon espoir quand même, parce que même s'il y a encore des aberrations agronomiques ou de gestion de territoire un peu désastreuses par endroits, il y a quand même une conscience de ce territoire qui fait qu'il y a toujours des gens pour se battre, pour faire en sorte que on fasse pas trop n'importe quoi. Hein. Dans l'idéal, de façon complètement utopiste, je souhaiterais que le Perche devienne un département. Et puis qu'on puisse encore s'appuyer sur notre histoire pour aller de l'avant. C'est la fin de cet épisode. Merci à Tradar de l'avoir illustré par sa musique. L'édition 2024 du festival Tradorn aura lieu du 19 au 21 avril à Condé-sur-Huisne, et vous en trouverez le programme sur le site tradorn.net. Pour découvrir le domaine cidricole du Ruisseau, contactez Jean-François Leroux au 02
33 73 73 34. Enfin, si vous aimez Perchissime, criez-le sur tous les toits et suivez son actualité sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Merci pour votre écoute et à très bientôt.